Derek Chauvin, donc le policier. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme pour qu'il puisse un jour se dire, c'est quoi? Je peux mettre mon genou, tout mon poids sur le cou d'un homme et rester pendant 9 longues minutes, le voir agoniser et sa vie quitter son corps, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, en fait? Et là, en fait, je me dis, c'est parce qu'il y a toujours cette phrase-là de on ne n'est pas raciste, on le devient. Et c'est vrai. Hein, deux enfants, et tu vois souvent cette vidéo de gosses où tu vois un bébé noir, un bébé blanc, ils courent, ils sont potes, tu vois, ils sont contents de se retrouver. Parce que c'est comme ça, en fait. On ne n'est pas raciste, on le devient, tu vois. Et ce mec-là, Derek Chauvin, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, tu vois, pour qu'il arrive à ce stade-là? Bonjour à tous et bienvenue dans le Bar Talk. Oui, c'est le Ami Junior. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. Aujourd'hui, on va parler de ce qui s'est passé dernièrement aux États-Unis et avec un peu le monde entier, hein, avec ce mouvement de Black Lives Matter. Donc aujourd'hui, je reçois donc un invité qui s'appelle, donc c'est Tony. Tony qui est une vieille connaissance de fac. Je l'ai connu à la fac il y a maintenant quoi, 4-5 ans de ça, je crois. Et donc je t'ai invité toi, Tony. Parce que bon, on va un peu rentrer dans qui tu es, ta vie et tout ça, mais je pense que t'es vraiment l'invité idéal en tout cas pour ce sujet-là, parce que justement quand on était à la fac, et t'as connu ta copine bon qui est noire, et donc toi t'es un homme blanc, et donc je pense que t'étais vraiment l'invité parfait pour justement parler de ça, parce que effectivement t'as une copine noire, mais aussi t'as dû forcément rencontrer plein d'injustices avec ta copine, à travers ta copine, et peut-être même dans le futur, hein, parce que si jamais voilà, plus tard, si t'as des enfants et tout ça, il va falloir se poser la question de quel monde on veut laisser à nos enfants, tu vois. Et donc c'est pour ça que je t'ai invité aujourd'hui. Donc vas-y, parle-moi un peu de toi, qui tu es, Tony. Bah écoute, déjà merci beaucoup de m'avoir invité, ça me fait très plaisir. Après non, t'as plutôt bien exposé les faits effectivement. Donc nous on s'est connus déjà à la fac, hein, en licence en 2013 si je te dis pas de bêtises. C'est là où je t'ai rencontré toi, et c'est également là où j'ai rencontré du coup Léna, ma copine. Ça fait déjà un bon bout de temps. Ça fait déjà un bon bout de temps. Ça passe très vite, effectivement. Et écoute, pour te parler un peu de moi, donc effectivement, donc j'ai non seulement ce côté entre guillemets d'homme blanc, si on peut appeler ça comme ça. De toute façon, je pense que dans ce podcast, on va rester un peu dans les termes un petit peu entre guillemets. Ouais, c'est ça. Péjoratif entre guillemets en disant blanc, noir, etc. Même si ça me plaît pas trop, mais je pense que ce sera. Enfin, ça fait aussi du bien parfois de parler un peu de choses sérieuses, mais de manière effectivement. Exactement comme tu le dis. Donc faut le dire avec ces mots. Absolument, effectivement. Et donc du coup, pour revenir un peu sur mon histoire, donc il faut savoir que moi je suis donc français effectivement, mais d'origine portugaise. Mes 4 grands-parents, donc du coup mes 2 grands-mères et mes 2 grands-pères, sont venus en France dans les années 60 pour fuir la dictature de Salazar du Portugal. Donc je fais partie en fait de cette vague d'immigration là. Maintenant effectivement, en tant qu'homme blanc, parfois on ne dissocie pas entre guillemets les différentes cultures, mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, moi aussi à mon humble degré, j'ai aussi connu effectivement déjà les fameux préjugés par rapport à ça. Maintenant ça se compare même pas effectivement avec les couleurs de peau qui, alors là c'est carrément discriminatoire, sans même connaître les personnes. Donc ça c'est encore un autre débat. Et c'est justement par rapport à ça qu'on va essayer de discuter ensemble aujourd'hui. Et simplement aussi je voulais rappeler, parce que peut-être on aura l'occasion d'en reparler par la suite, mais moi je suis né dans le 93. Aujourd'hui, j'ai 28 ans et j'ai vécu 27 ans dans le 93. Donc, j'ai aussi ce côté, entre guillemets, péjoratif, etc., de la Seine-Saint-Denis, le banlieusard, entre guillemets, etc. Donc voilà. C'est à l'occasion, on aura l'occasion de faire le parallèle aussi, par rapport à ça, mais rappeler effectivement que la discrimination, si tu veux après parler des solutions, etc., à l'avenir, je pense qu'il faudra aussi passer par là, dans la mesure où la discrimination ne s'arrête pas non plus qu'à la couleur de peau. Effectivement. Parce que là, comment j'ai prévu de structurer ce podcast. Attends, avant tout ça, j'ai quand même besoin de boire un peu, tu vois. Donc, j'ai une chose à faire, c'est barman, ça m'a manqué. Un verre, s'il vous plaît. Ah, merci. N'hésite pas à prendre un verre aussi, hein, de chez toi, même si on est à distance. À la tienne. Alors,
Donc, comment j'ai prévu de structurer ce podcast? Premièrement, je vais faire donc un état des lieux de ce qui s'est passé dernièrement avec George Floyd. Puis après, en fait, on va parler de pourquoi donc ce combat-là qui est essentiel et qui a lieu en ce moment. Et à la fin, on essaiera de voir donc les solutions qui peuvent être apportées. On peut en tout cas réfléchir à ça pour Ouais, ouais. justement éviter que demain un homme puisse mourir juste parce que il est noir, quoi. Donc, C'est ça. comme tu as dit justement à très juste titre, effectivement le racisme, c'est pas que lié à la couleur de peau. On est tous quelque part, enfin, on a tous parfois subi du racisme, qu'on soit blanc, noir, arabe, chinois, ce que tu veux. Exactement. On a tous eu un moment ou l'autre quelqu'un qui nous a dit quelque chose qui peut Oui, être raciste, tu vois. Donc, tout à fait. il y a pas vraiment une histoire, voilà, que sur les noirs, ça. Mais là, aujourd'hui, on va essayer de voir pourquoi le combat Black Lives Matters est vraiment important et pourquoi il se dissocie du All Lives Matters. Donc premièrement, donc les faits. Alors il faut savoir que donc George Floyd, c'est un Afro-américain qui a été tué récemment. C'était le 25 mai 2020. En fait, il s'est fait interpeller par la police à Minneapolis. Et donc lors de cette interpellation, 4 policiers donc l'ont menotté, plaqué au sol sur le ventre. Et Derek Chauvin, donc le policier, ce policier-là, l'a immobilisé avec une position où en fait il a mis une pression du genou sur son cou et ça pendant 9 minutes, quoi. Et là pendant tout ce moment-là, il était filmé donc par les passants qui arrêtaient pas de dire aux policiers d'arrêter, d'enlever son genou, que il est en train d'arriver, enfin qu'il est en train de mourir, quoi, le gars, simplement. Absolument, Et absolument. ce monsieur George Floyd était là en train de dire j'arrive pas à respirer à plusieurs reprises. Clairement, Tout il à fait. montrait qu'il était en détresse, mais sauf que les policiers n'ont pas écouté, ils ont continué en fait à agir comme ça. Ils étaient 4 et c'est très important, je pense, de notifier que dans cet assassinat, hein, parce que c'est ce que c'est, et c'est comme ça a été qualifié. Derek Chauvin n'est pas le seul responsable. Les 3 autres personnes Absolument. étaient complices dans ces actions-là. Donc, Bah, en fait, ouais, non, en fait, bah, je dis non, tu fais justement bien de le souligner ce point-là, parce que c'est pour moi, en fait, peut-être la chose la plus dramatique dans ce qui s'est passé. mhm, C'est-à-dire que ça me représente pour moi le mal qui a joué dans la société, dans le sens où on voit quelqu'un qui fait délibérément un acte horrible mhm, et on n'intervient pas. mhm, Et ça, je crois qu'en fait, c'est peut-être même encore pire que, enfin, pire, je sais pas, mais du moins cette lâcheté entre guillemets de l'être humain au sens large du terme, mhm, de ne pas intervenir, c'est peut-être aussi ce qui fait que les gens se croient tout permis et se permettent justement d'avoir fait ça. Parce que c'est là où tu fais bien préciser qu'ils étaient 4. S'il y avait simplement un de ces 4-là qui serait intervenu, enfin, parce que hormis de dire, mis à part pour dire attention, on est filmé, ils n'ont rien fait. mhm, Voilà. Donc lui, en plus, bon, ça c'est encore un autre truc. C'est vrai que celui qui, enfin l'assassin, on va l'appeler comme ça, hein, mhm, clairement. Ce qui moi m'a choqué par rapport au fait qu'il fait ça, c'est qu'on a l'impression que le gars il est en mission. mhm. Je sais pas si tu as eu cette Oui, impression-là. C'est-à-dire que il avait un on plaisir. a l'impression. Il a un plaisir. Tu voyais dans son Alors, visage, quelque c'est part. exactement ça. Mais non seulement il a du plaisir, mais en plus, tu as l'impression que le gars est un représentant de Dieu Mhm. et que limite, il est en mission, il faut qu'il éradique C'est ça. un noir. Quoi. Tu vois, Mhm. Mhm. c'est limite, c'est le plaisir qu'il avait dans son regard, mais Mhm. au-delà de ça, la sensation que le mec, tu sais, il a l'impression de faire une bonne action, quoi, en plus. Mhm. C'est ça qui est encore plus terrible. Mhm. Donc voilà, mais bon, lui, entre guillemets, à la rigueur, bon, voilà, on a vu après par la suite qu'il avait des antécédents, etc. Donc que lui, à la rigueur, soit fada, des fadas comme tu as dit, on en verra tout le temps, etc. Mhm. Mais que les autres ne fassent rien, c'est ça qui est problématique, je Mhm. pense. Et Puisque en mettant des limites, en mettant des barrières, en intervenant tout bêtement, je pense que tu limites ces agissements-là, en fait. mhm. Et je pense qu'effectivement le combat en fait aujourd'hui, c'est de plus être en fait en mode passif et vraiment être Oui, en mode actif. Et c'est vraiment c'est ça, je ça. pense, le changement qui a lieu fondamentalement aujourd'hui, parce que en fait, on va pas se mentir, ce genre de truc, il y en a eu enfin, combien de fois il y a eu des manifestations, tout ça, à cause de ce genre Oui, de problème. oui, oui. Ça n'a jamais changé, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et surtout Oui. ce Black Lives Matter, ce mouvement-là, il existe depuis plusieurs années, mais aujourd'hui, à cause quelque part à travers cette vidéo-là, et qu'en fait, on a été un peu tous complices, en fait, j'ai l'impression de ce meurtre-là, parce qu'on était tous ça à regarder, tu vois, à travers cette vidéo-là. On regardait ça, on voyait ce mec-là en train de mourir, tu vois, et on Ouais, pouvait c'est rien abusé. faire, et on pouvait rien faire. Et là, je pense qu'il faut vraiment qu'on puisse changer les choses fondamentalement. Et donc là, pourquoi en fait, alors moi je vais donner ma vision des choses. Pourquoi
le Black Lives Matter et pas le All Lives Matter. Je vais t'avouer un truc. Il y a quelques temps de ça, moi, je disais toujours All Lives Matter. Je le pensais. Parce que pour moi, dans ma tête, c'est, effectivement, toutes les vies comptent, tu vois. Pourquoi faire une distinction sur les blacks et pas, je sais pas, les Chinois, tout ça. Pour moi, tout le monde, All Lives Matter, tu vois. Et j'ai réfléchi à ça et j'ai parlé de ça avec un pote. Et lui était là en train de dire, si, All Lives Matter et tout. Et on est sur cette conversation-là, et j'ai commencé à me faire une sorte de construction, en fait, de ma pensée, tu vois, mais pourquoi, en fait, Black Lives Matter? Et j'ai réfléchi. Dans ma vie, par exemple, moi qui suis un homme de couleur, d'origine indienne, donc je suis pas considéré comme, on va dire, noir, mais je suis de couleur, je suis marron, tu vois. Dans ma vie, est-ce que une fois ça m'est arrivé, par exemple, je me suis posé cette question-là, est-ce qu'une fois ça m'est arrivé, genre j'étais dehors, j'ai vu un policier et j'ai eu peur de mourir? Jamais. Jamais ça m'est arrivé ça. Quand je vois un policier, tu vois, dehors, dans la rue, je me dis, bon, il y a un policier, voilà, il est là. Au pire du pire, il va peut-être me contrôler, vraiment. Et encore, je t'avoue que ça m'arrive pas tout le temps, pour dire quasiment jamais. Et vraiment, voilà, les fois où je peux peut-être me faire contrôler, c'est quand je suis dans le métro et qu'à ce moment-là, il contrôle tout le monde et peut-être je vais me contrôler moi, tu vois. Mais à aucun moment, c'est pas un contrôle abusif. Exactement. Et à aucun moment, tu vois, je suis là en mode, et même si vous me contrôlez, je suis pas en mode, ah putain, peut-être que l'interpellation peut aller partir en couille et qu'on peut me tuer, tu vois. J'ai pas ce truc-là. Par contre, et c'est là en fait pourquoi le Black Lives Matter principalement, parce qu'aujourd'hui en fait, eh ben, un mec qui est noir, eh ben lui, il peut justement penser qu'à n'importe quelle interpellation, il peut mourir. Tu vois, il y a une différence entre se dire que bon, tu subis du racisme, et une autre différence où tu peux carrément en mourir, tu vois, parce qu'il faut l'avouer, du racisme, j'en ai connu toute ma vie, tu vois, toutes les personnes d'origine, tout le monde, même t'as même pas besoin d'être d'origine genre étrangère entre guillemets, par de la France. Même un Français, un Blanc, forcément, a aussi eu parfois du racisme. Ça arrive, du racisme, c'est dans tous les sens. Sauf que là, le problème, c'est qu'il y a des gens qui meurent, et ceux qui meurent aujourd'hui, et en plus, c'est limite, entre guillemets, genre validé donc par le système, c'est que un mec, il est mort parce que simplement il était noir, et ça passe, tu vois. Genre, il y a rien qui se passe. Et c'est pour ça, pour moi, le Black Lives Matter au-dessus. Donc, bien sûr, All Lives Matter, parce que ça va de sens, tu vois. Mais là, aujourd'hui, le combat doit se fixer sur eux. Et c'est ça, en fait, pour moi. Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, moi par rapport à ce que tu as dit là, je suis plutôt globalement d'accord. Si ce n'est que j'ai l'impression quand même que ton débat, et c'est un peu dommage, et c'est surtout ça en fait, il faut pas tomber dans ce piège-là, il faut pas non plus tout ramener aux interpellations de la police, d'accord? Puisque en fait on parle, comme tu le dis si bien, tu dis ils peuvent mourir, et c'est vrai, et c'est une réalité, et c'est horrible qu'en 2020 on soit encore à parler de ça. Et justement, tu disais peut-être que là, ça a changé les choses, mais parce que je pense aussi qu'on est dans un contexte en fait qui est complètement chaotique. 2020, c'est une année vraiment qui est très spéciale, hein, on va pas se le cacher. Et justement, peut-être que tout ce contexte-là où les gens se sont aussi recentrés sur eux-mêmes là durant le confinement, etc. Donc je parle en France, même au niveau mondial, etc. Tout fait qu'en fait que tout est décuplé, j'ai l'impression. Je sais pas si tu as cette impression-là toi aussi. Et en fait, tout prend des proportions encore plus grandes. Parce qu'en fait, on veut se rattacher à des choses qui nous tiennent à cœur ou quoi que ce soit, et on se dit que c'est peut-être le bon moment. Et ça, je pense que ça peut aussi jouer là-dedans. Mais là où je voulais rebondir sur ce que tu as dit précédemment, c'est que non seulement donc, ils peuvent avoir peur de mourir, mais on pense souvent au physique, mais on oublie aussi le psychologique. Et là, je pense que ça devient encore plus problématique, c'est le fait qu'une personne sorte de chez elle pour aller travailler, parce qu'il y a bon nombre de personnes de couleur de peau, et là j'englobe tout le monde, mais si tu veux, on va parler plus précisément des Noirs, qui se lèvent le matin, qui se cassent le cul pour aller travailler et pour amener à manger à leur famille, tout simplement, tout bêtement. Et que ces gens-là, en fait, même s'ils ne subissent pas physiquement quelque chose, le simple fait qu'ils aient la crainte psychologiquement, c'est déjà qu'il y a un problème. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est tout bête ce que je te dis, mais des fois, on dit que parfois, vaut mieux presque. J'ai déjà entendu ça dans les enquêtes criminelles, etc. Il y a des femmes qui ont été violées et qui disaient j'aurais préféré mourir. Et tu vois, c'est-à-dire que quand en fait, quand tu es psychologiquement atteint, parfois c'est même pire que la mort, en quelque sorte. Tu vois ce que je veux dire? Et des gens qui subissent des interpellations à outrance pour des raisons, je sais même pas comment t'expliquer, qui sont même pas qualifiables, etc. Juste pour leur couleur de peau, quelque part. C'est aussi grave, je trouve, que de mourir interpellé, tu vois. Et aussi, enfin, après, comment dire, il faudrait pas non plus centraliser le débat que sur la police et les arrestations, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment au quotidien, je pense, que le racisme se subit et en fait, en le subissant quotidiennement et en ne faisant rien, on le fait. C'est comme une flamme en fait que tu maintiendrais ravivée et ce qui fait que ça persiste en fait. Parce que toi justement, en fait,
et c'est pour ça que c'est intéressant de t'avoir toi dans le podcast, parce que bon, ta copine est noire, et quand donc toi tu vas dehors, le racisme que elle subit au quotidien, bah quelque part toi, à travers elle, tu le ressens aussi, parce que j'imagine quand vous êtes dehors, vous êtes un couple, voilà, mixte, et d'ailleurs, j'ai horreur de ce terme, mixte. Ça veut dire quoi aujourd'hui en vrai? Hein? Quelqu'un qui est, je sais pas, quelqu'un qui est métis et qui est tout blanc et qu'ils sont avec une blague, est-ce que forcément, ils sont un couple mixte? Tout le monde est mixte maintenant aujourd'hui, mais, enfin bref, Bah, maintenant alors il voilà, faut si différencier, tu tu prends vois, la... donc, apparemment, Non, pardon. mais vas-y. Vas-y. Non, non, Excuse-moi. d'accord. Donc je disais, mais donc toi, j'imagine, tous les jours, tu dois aussi, à travers elle aussi, donc ressentir ce racisme-là, plus que tu l'aurais aussi, j'imagine, si t'aurais été, bah, pas forcément avec une noire, tu vois. Oui, alors voilà, donc déjà, il faut requalifier ce qu'on appelle mixte. Comme je le dis, au sens propre du terme, la mixité, c'est pas forcément deux couleurs différentes, c'est n'importe quelle origine. Hein. Donc déjà, de base, effectivement, je suis d'accord sur le fait que la mixité, elle est presque déjà intégrée pour tout le monde dans le monde entier. Ça, c'est une chose est sûre, d'autant plus avec la mondialisation. Après, ce qui est important aussi de rappeler, c'est que bah, nous, en fait, on a étudié le commerce international, donc ça démontre aussi quelque part une certaine ouverture d'esprit. Et pourquoi je te dis ça? Parce que c'est un truc tout bête. Quand on vit dans une grande métropole entre guillemets et qu'on est habitué à voir, enfin notamment à notre âge, nous, quand on a grandi avec plusieurs, de la diversité cosmopolitaine entre guillemets, dans notre mentalité, c'est plus facile pour nous d'assimiler des gens qui sont différents. D'accord. Si tu veux, on prend une famille en Auvergne, par exemple. Le simple fait qu'ils n'aient pas l'habitude de voir des gens de couleur, forcément, eux, ils n'auront pas le même a priori que nous. Mais du coup, tout ça, ça passe par quoi? Ça passe par l'éducation. Effectivement. Ça passe par l'éducation et une ouverture d'esprit. Nous, quand on a fait du commerce international, moi, quand j'ai fait mes premiers stages à l'étranger, et ben, automatiquement, j'y mûris dans ma tête. Et parce que je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui n'est pas du pays, tu vois. Et ça, que tu sois homme blanc, de couleur, ou ce que tu veux, si tu as cette mentalité-là, si tu as ce comportement-là et ce raisonnement-là, tu sais qu'à un moment ou un autre dans ta vie, tu t'es mis dans la place de quelqu'un qui n'est pas chez lui, entre guillemets. Même si c'est complètement... Tu vois, j'aime pas utiliser ce terme-là, mais voilà. Et quand tu es dans ce raisonnement-là, de te dire, je vais à l'étranger, je vais essayer d'apprendre la culture étrangère, je vais m'intéresser aux personnes qui sont à l'étranger, tu vois, tu es déjà dans un déblocage psychologique. Tu n'es plus dans le je suis chez moi et je regarde que moi et les autres, ça ne m'intéresse pas. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que ça aussi, on oublie parfois de le rappeler, c'est que les personnes qui sont, comme je te disais, dans un petit village ou quoi que ce soit, qui n'ont pas forcément l'habitude de voir d'autres cultures ou d'autres personnes, qui ne font pas l'effort de voyager ou s'intéresser aux autres, en fait, le simple fait de s'intéresser aux autres. La fraternité, c'est très important comme terme, je pense. Et ça, je pense que c'est aussi, enfin, ça démontre aussi que certaines personnes peuvent avoir des préjugés. C'est un truc tout bête, hein, ce que je te dis, hein. Mais des préjugés qui perdurent parce que eux-mêmes n'ont jamais fait l'effort de réflexion et de se dire je m'ouvre au monde et je regarde ce que le monde a à m'apporter. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est très juste ce que tu dis, parce que effectivement, bah, comme en fait on a fait cette fac là et qu'on était amené à voyager à l'étranger, en fait ça faisait partie de notre cursus. On s'est rendu compte, je pense qu'on a tous pris en fait une claque en fait. Il suffit pas d'être en fait quelqu'un de couleur ou je sais pas quoi pour aller dans un pays et de se dire ah mince, il y a du racisme ou je sais pas quoi. En fait, quand tu arrives dans un pays étranger, bah, tu es toi-même étranger. Exactement, tu deviens automatiquement étranger. Que tu sois blanc, noir, je sais pas quoi, tu deviens étranger, en fait, tu te mets à la place de l'étranger en fait maintenant. Et là, à ce moment-là, tu subis les discriminations, les choses comme ça. Et par exemple, quand je suis parti à Barcelone, en Angleterre, à Montréal, et toi pareil, t'as fait Barcelone, je crois aussi. J'ai fait Cordoue, moi. T'as fait Cordoue, voilà. Et forcément, et pourtant t'es blanc et t'es portugais, et j'imagine que même comme ça, ça arrive que quand t'arrives dans un pays et que t'es l'étranger, et ben tu subis pas forcément les discriminations raciales, mais un peu, tu vois, t'es quelqu'un, t'es différent. Et par contre, on te le fait sentir, tu vois. Et mais effectivement, donc en gros, il faut réussir à essayer d'effacer tout ça, et tout ça se passe par l'éducation, par l'ouverture d'esprit, par le voyage. Mais ça, on en parlera un peu plus tout à l'heure dans les solutions, mais oui, bien entendu. Mais ça, pour moi, c'est une des premières solutions, en tout cas. Mais juste pour revenir en tout cas sur le cas Black Lives Matter et principalement sur l'histoire de George Floyd, pour ensuite découler sur le reste. Je me suis dit, Derek Chauvin, donc le policier, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme pour qu'il puisse un jour se dire, c'est quoi? Je peux mettre mon genou, tout mon poids sur le cou d'un homme et rester pendant 9 longues minutes, le voir agoniser et sa vie quitter son corps, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, en fait? Et là, en fait, je me dis, c'est parce qu'il y a toujours cette phrase-là de on ne n'est pas raciste, on le devient. Et c'est vrai. Deux enfants, et tu vois souvent cette vidéo de gosses où tu vois un bébé noir, un bébé blanc, ils courent, ils sont potes, tu vois, ils sont contents de se retrouver.
Parce que c'est comme Ah ça, en oui. fait. On ne naît pas raciste, on le devient, tu vois. Et ce mec-là, Ouais. Derek Chauvin, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, tu vois, pour qu'il arrive à ce stade-là? Et là, je ne cherche pas à le justifier ou à le cautionner, tu vois. Mais en gros, là, le but, c'est d'essayer de trouver, en fait, comment il a pu devenir ainsi. Et donc, c'était quoi la cause, tu vois. Et je pense que si on arrive à remonter à cette cause-là, et qu'on arrive ensuite, justement, à éradiquer cette cause-là, eh ben, peut-être qu'il aura eu un autre parcours de vie, tu vois. Et donc, je me dis, le problème, en fait, à ce moment, et là, pour le coup, c'est le cas de la police, mais en vrai, ça peut se répercuter un peu partout. Un policier, il est amené à aller dans tel ou tel quartier, donc des quartiers chauds, forcément, c'est des quartiers pauvres, donc qu'est-ce qui se passe? La criminalité est là-dedans. Il contrôle, voilà, il arrête deux, trois noirs, de ça, parce que forcément, c'est les gens qui habitent là-bas. Donc, il fait son boulot, et le lendemain, il recommence son job. Vers qui il va se tourner automatiquement? Il va se tourner vers des mecs qui sont de couleur parce que forcément il va se dire attends c'est toujours le même schéma donc il va plus réfléchir tu vois ça devient un automatisme en fait sauf qu'en fait dans la police tu peux pas te permettre ça tu peux pas te permettre de te dire c'est pas un job comme n'importe quel où vraiment t'as toujours la même chose qui vient donc bah tu fais toujours les mêmes actions non là c'est en mode au cas par cas et aujourd'hui en fait j'ai l'impression c'est que maintenant c'est devenu un automatisme et je sais pas si t'as vu le spectacle de Chris Rock il avait fait à un moment, Non. il avait dit à un moment un truc et c'est tellement vrai. Il avait dit, on peut pas avoir de bad apples, de mauvaises pommes dans la police. Pourquoi? Parce que, par exemple, vraiment le clip est tellement drôle quand il le dit. Mais par exemple, il fait, on dit toujours dans ce qui est, par exemple, je sais pas, il y a un policier qui a foutu la merde, qui a tué quelqu'un, il fait, et ben tout le monde dit, oui mais ils sont pas tous les policiers sont pas comme ça, c'est juste quelques-uns, tu vois. Mhm. C'est quelques pommes pourries. Oui, oui, non, Sauf que mais cette phrase, ça, c'est pour te dire, en gros, voilà. ouais, mais en Ouais. fait, cette phrase-là, on peut pas la dire parce que, par exemple, il a fait ça, par exemple, American Airlines. Il peut pas dire, tous nos pilotes, ils arrivent à atterrir, hein. La plupart arrivent à atterrir. Non, c'est pas possible. Tout le monde doit pouvoir atterrir. Tous les pilotes doivent Ouais, pouvoir ouais, atterrir. ouais, bien Et sûr, dans la bien sûr. police, c'est pareil, tu vois. On peut pas se permettre d'avoir, des personnes qui sont pas faites pour être policiers, tu vois. Simplement. Et c'est vraiment, en tout cas, juste pour parler de la police, parce que là, c'est vraiment le cas de la police. C'est, je pense, en fait, il faut responsabiliser pour moi les policiers. Il faut que chaque policier, eh ben, comment dire, s'auto surveille, tu vois. Si s'il voit un autre policier qui fait la merde, tout de suite, il doit le signaler. Et il faut un peu sortir de de ce côté-là de communautarisme et ça, c'est partout pareil. Même Ouais, mais c'est quand toi, tes potes, tu vois un pote qui est raciste, qui fait des trucs racistes, tu vois, il faut lui dire clairement, eh, ce que tu fais, c'est pas bien, tu vois. au quotidien, ouais, absolument, bien sûr. Et il faut que voilà, il faut qu'on se surveille et il faut pas qu'on se dise que parce qu'il y a une communauté ou que voilà, qu'on est dans un corps, par exemple le corps policier ou je sais pas quoi, qu'on doit être toujours ensemble malgré le fait qu'il y a des dissidents, des personnes qui sont comme ça. Non, c'est pas comme ça qu'on avance en fait. Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, oui, c'est absolument ça. Bah, c'est ce que je te disais un peu au début, où pour moi, presque le pire, c'était les trois autres qui faisaient rien par rapport à celui qui a fait l'assassinat. C'est-à-dire que, encore une fois, si les autres interviennent, lui, il peut pas se permettre ça. Et s'il se permet ça, c'est que déjà dans sa tête, il pense qu'il a le droit de le faire. Et c'est là où il y a un souci aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, à un moment ou à un autre, pour prendre ces libertés-là, c'est qu'on lui a pas mis les restrictions. Parce que, en fait, dans le raisonnement, c'est là où il y a un problème. C'est-à-dire qu'il s'est permis de le faire parce qu'il s'est pensé en droit de le faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc si dès le départ on l'aurait empêché et qu'il aurait reçu les barrières pour les restrictions pour le faire, il l'aurait pas fait. Et ce que je voulais voilà te préciser également, c'est que aux États-Unis notamment, donc enfin comment dire, l'esclavage a commencé au début du XVIIe siècle, donc en 1619, les Africains ont été déportés donc pour aller faire les esclaves donc aux États-Unis. Début de l'époque des colons. Et en fait, le problème, c'est que pour beaucoup de personnes, les préjugés sont restés et l'homme noir, entre guillemets, a moins de valeur que les autres. Voilà. C'est malheureux à dire, on est en 2020, ça fait 400 ans, mais c'est encore le cas. Et comme je te dis, moi, c'est l'impression que j'ai eu vraiment quand il l'a fait, c'est que tu as l'impression que le gars, vraiment, il est là, il est en mission, il doit limite tuer un homme noir. Et c'est malheureux à dire, mais les États-Unis, c'est assez complexe quand même. Pourquoi? Parce que aux États-Unis, tu peux être afro-américain, tu peux être latino-américain, tu peux être philippino-américain, ce que tu veux. Ils mettent des tirets sur tout, d'accord? Nous, en France, on n'a pas ça. On dit En français. France, en France, c'est où tu es français ou tu l'es pas. Ou tu es noir, ou tu es indien, ou tu es asiatique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Donc déjà, eux, c'est un peu compliqué dans ce sens-là. Parce qu'ils font pas la dissociation, ils mettent des tirets. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement le tiret? Tu vois ce que je veux dire? Et dans la réalité des faits, c'est ça. C'est-à-dire que ça fait 400 ans qu'il y a une certaine partie de la population américaine qui perdure de penser qu'effectivement
la vie des Noirs est moindre que les autres. Comme ça, c'est une réalité. Donc, comme tu me disais, le policier, à un moment ou à un autre, peut-être que, voilà, qu'est-ce qu'il lui a pris dans la tête? Il lui a pris dans la tête qu'il a pensé que le gars, il s'est senti tout permis et en faisant ça. Donc voilà. Et donc voilà. Après, par contre, si tu veux bien me permettre, j'aimerais bien quand même faire une dissociation parce que tu sais, moi, les États-Unis, j'aime beaucoup ça, notamment par rapport au sport, etc. Et j'aimerais bien quand même qu'on parle un peu des Afro-Américains, entre guillemets, mais leur rapport par rapport au sport. Et c'est très important pour moi parce que je pense qu'en fait, ça démontre un peu l'image des États-Unis actuellement. Je t'explique. La NBA, le premier joueur noir en fait qui a joué en NBA, c'était en 1949. D'accord. Donc ça fait déjà 70 ans. Donc voilà. Depuis, il y a eu crescendo de plus en plus, parce qu'au départ c'était une ligue qui était uniquement pour les blancs. De plus en plus, il y a eu des noirs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la NBA, il y a à peu près 70% des joueurs, d'accord. Donc il y a à peu près 450 joueurs quand même. Donc 78% des joueurs qui sont noirs, d'accord. Et enfin aux États-Unis, c'est seulement, je crois, 15% de la population qui sont afro-américains. D'accord. Donc c'est pour te montrer le delta entre les deux. Ok. Et en NFL, donc c'est 68% des joueurs qui sont afro-américains. Football américain, NFL. Donc c'est deux pourcentages qui sont absolument énormes. Et paradoxalement, si on prend les postes qui sont un peu plus, tu sais, au niveau des structures, du management, etc. dans le sport, 76% c'est occupé par des blancs. Par exemple, tu vois ce que je veux dire. Et si je prends l'exemple des coachs en NBA, j'ai compté, il y a 30 équipes, donc il y a seulement 9 coachs sur 30 qui sont afro-américains. D'accord. Qui sont noirs. Et pourtant, tu as 78% des joueurs qui sont noirs. Donc ça démontre bien quelque part qu'il y a encore c'est ça, en fait, il y a encore un blocage psychologique à dire, après, c'est peut-être un blocage aussi qui est fait de par les Noirs, parce qu'ils se permettent peut-être pas de rêver à ces choses-là. Tu vois ce que je veux dire. Mais dans la réalité des faits, malheureusement, c'est triste à dire, mais il y a 76% de la direction, de tout ce qui est aux alentours, de la formation du management dans le sport, 76% c'est encore des blancs. Donc en gros, tout ce qui est responsabilité, poste important et tout, c'est encore occupé par des blancs, et tout ce qui est en gros les joueurs, etc., en gros, c'est des noirs. Mais là où c'est important, et toi je pense que tu es un sportif, donc tu vas me retrouver dans mon raisonnement, je pense que le sport, en fait, c'est justement le noyau dur de ce que doit représenter la société. Pour moi, le sport, que tu sois petit, grand, gros, maigre, noir, blanc, ce que tu veux. Il n'y a pas de différence normalement. Le sport, exactement, on est tous égaux. En fait, c'est ça pour moi. C'est une échelle en fait sociale qui permet vraiment à tout le monde de pouvoir percer en fait et de réussir dans la vie. Et je pense que ça, justement, c'est un bon exemple de montrer en fait qu'il y a en proportion beaucoup plus de noirs entre guillemets qui réussissent dans le sport et par rapport à la proportion d'habitation. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, c'est pour ça que je voulais vraiment faire ce petit parallèle-là. Ah non, mais c'est vraiment un point hyper intéressant parce que vraiment, pour le coup, ce parallèle-là est flagrant. Tu vois vraiment qu'aujourd'hui, en 2020, on est toujours là. Alors que, en fait, là, tu vois bien que, tu vois, des Afro-Américains sont là dans le sport. C'est eux qui font les meilleures carrières et tout ça. Et pourtant, on leur donne pas la chance d'ensuite de l'idée, quoi, après là-dessus. Et c'est ça qui est triste, en fait. Et il faut changer ça, en fait. Il faut réussir et effectivement, et ce que tu disais, c'était très juste aussi. Parce qu'en fait, il y a plein de blacks américains, tu vois, enfin, des afro-américains qui se disent, ils vont pas oser rêver, en fait. Là, ils peuvent le faire, mais ils vont se dire, ils vont se limiter, ils vont se dire, ouais, mais j'y arriverai jamais. Et c'est bête parce qu'en fait, on arrive, en fait, à un blocage entre la hiérarchie, où, voilà, il y a que des gens qui sont blancs, tout ça, qui sont encore là-dedans, et des mecs qui sont, voilà, noirs et qui veulent y aller, mais en même temps, ils disent, ah non, mais jamais j'y arriverai, tu vois. C'est ça. Donc, en gros, il faut essayer d'éliminer ça. Voilà, quoi. Alors donc là on va juste passer donc par rapport donc aux manifestations donc qui ont découlé de tout cet événement là, parce que c'est ça en fait au final qui se passe, ce qui se passe. Et d'ailleurs c'est vraiment, c'est là que c'est à la fois un parallèle vraiment énorme. La configuration actuelle, elle est vraiment hors norme. On est dans une pandémie. Je crois que c'est la dernière pandémie, je sais pas de quand est-ce qu'elle remonte, mais en tout cas notre génération n'a jamais connu ça. Non, tu vois, pas à ce niveau-là en tout cas. Pas à ce niveau-là. Là, on est dans un contexte où des gens meurent tous les jours pour un truc dont on n'est pas encore sûr enfin, comment guérir ça, quoi. Et en plus, enfin, c'est ça qui est le paradoxe de tout ça. C'est que c'est une maladie, en fait, où rien que tu sors dehors, tu parles à quelqu'un, tu touches quelqu'un, tu peux contaminer cette personne-là.
Donc le truc basique de l'homme, c'est-à-dire le contact, le fait d'être la sociabilité, tout ça, est supprimé pour qu'on puisse survivre, tu vois. Et aujourd'hui, dans ce contexte très particulier, eh ben il y a cet événement-là qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe maintenant avec ce George Floyd qui est mort tué par un policier? Bah c'est qu'il y a des gens, ils font des manifestations, ils se rejoignent en masse partout dans le monde. Et tu vois, et là je me dis, à la fois c'est beau, à la fois ça fait peur et à la fois c'est beau parce que les gens ils défient quand même ce fait-là de parce que quand tu sors dehors pour faire une manifestation, il y a plus de 1 mètre de distance, tu peux mettre ton masque, ça reste que tu vois, tu prends vraiment beaucoup plus de risques. Disons que c'est difficile à respecter. Ah bah là voilà, c'est vraiment très compliqué, tu vois. Donc en plus t'es dans une foule et tout ça. Donc il y a plus ça, mais à la fois tu te dis le combat est tellement important, est-ce que ça vaut la question c'est est-ce que ça vaut le coup de vie dans un monde où en fait il y a tellement d'injustice et qu'on continue comme ça, ou alors quitte à mourir, autant mourir avec honneur, tu vois. Et donc les gens ils sortent dehors, ils se battent pour une cause qui est vraiment louable, tu vois. Après voilà, tout est le coup du ouais mais après en fait et c'est là aussi ça me pose aussi problème aussi, c'est que effectivement les manifestations qu'on a eu dernièrement, tu te dis on arrive enfin en déconfinement, les gens voilà, ils meurent moins de ça, les hôpitaux sont moins surchargés, les médecins, tout ça commencent à un peu respirer et en faisant ça et ben bim, ça va relancer, tu vois. On peut repartir sur un confinement, ça peut repartir sur des milliers de morts, tu vois. Et c'est ça qui me pose un peu problème, parce que sachant que vers quoi on est passé, mais après en même temps, c'est le moment, tu vois. J'ai l'impression que si on loupe le coche de Oui, ce moment-là, c'est ce qu'on disait tout eh à l'heure. ben, quand est-ce que ça va se faire, tu vois. Et c'est là que c'est tout un paradoxe, c'est tellement... Mais après, voilà. Et c'est ça qui est quelque part beau et triste dans ce monde. Après de façon très rationnelle et pragmatique, tu as raison. C'est-à-dire que sur le fond, il n'y a aucun souci, on est tout cœur avec eux. Sur la forme, c'est un peu plus compliqué parce que ça n'arrive pas forcément au bon moment. Mmh. Maintenant, il faut aussi relativiser les choses. Certes, c'est une grande pandémie, mais tu sais que tous les jours dans le monde, il y a des gens et des enfants, et notamment sur le continent africain, donc encore une fois, le parallèle est plutôt bien trouvé, qui meurent de faim. Tu vois, c'est bien. Et pourtant, ça, mourir de faim, on a le remède, c'est de donner de la nourriture. C'est pourtant pas compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut aussi savoir relativiser. Et justement, ce que ces gens-là se disent. Et après, bon, pour les Afro-Américains, c'est encore autre chose parce que ça, c'est un autre problème, c'est c'est justement dû à l'esclavage, comme je disais tout à l'heure. Il y a beaucoup qui ne connaissent même pas leurs racines. Ils ne savent même pas leurs origines. Tu vois ce que je veux dire? Ça doit. Tu vois ce que je veux dire? Et eux, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, bah, dans tous les cas, je peux mourir aujourd'hui du Covid ou je peux mourir demain, comme tu disais, interpellé ou pour une raison, tu vois, complètement injuste. Et eux, ils ont l'impression en fait que ce combat-là, et à juste titre, je pense, que ce combat-là en fait est plus fort que ça. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont un peu dans une optique de comment te dire, ils veulent entre guillemets se sacrifier, tu sais, pour cette cause. Et ils se disent que un peu comme moi. Après, on parlera peut-être un peu plus précisément de mon expérience personnelle par rapport au futur, mais par rapport au monde que tu veux laisser à tes enfants, en gros, tu as presque envie de te dire, bah écoute, si je dois mourir du Covid-19 pour éradiquer, entre guillemets, le racisme, c'est peut-être que le jeu en vaut la chandelle, quoi, entre guillemets. C'est vrai. Tu vois. Et je pense que c'est dans cette optique-là. Et encore une fois, il faut relativiser les choses parce que, en tant qu'être humain, je pense qu'on est tous concernés. Nous, en tant qu'Occidentaux, on a la chance de vivre dans un pays développé et je pense pas que tu meurs de faim en rentrant chez toi le soir. Voilà, c'est-à-dire en fait sur certaines choses qui sont facilement faisables, c'est-à-dire aller aider un SDF ou donner un casse-croûte ou quoi, des fois tu es là, tu fermes les yeux et après tu es là en train de me dire ouais mais le Covid-19 tu vois, il faut savoir un peu proportion garder, c'est-à-dire que moi je veux bien entendre le discours de dire bon bah ok le Covid-19 c'est dangereux etc, il n'y a pas de souci, je suis d'accord, il faut l'éradiquer, il n'y a pas de problème, mais d'un autre côté quand je vois tout ce qui se passe et je me dis putain en 2020 il y a encore du racisme, des trucs comme ça, il y a des viols, des trucs, tu vois, ce que t'entends. Et je me dis, mais des fois, en fait, je préfère presque les animaux à l'être humain, tu vois. Je me dis presque, est-ce que, en fait, finalement, l'espèce humaine ne mérite pas d'avoir une pandémie? Tu vois, ça, c'est encore un autre débat, mais est-ce que c'est pas de quelque part, tu vois, un truc pour se réveiller? C'est presque dans cette. Après, bon, on devient un peu parano, on psychote et on se fait plusieurs idées, mais tu te dis, ça nous tombe sur la gueule comme ça, 2020, c'est une catastrophe, mais peut-être aussi ce qu'on n'a pas cherché. Tu vois ce que je veux dire? Effectivement. Et quand tu vois les trucs comme ça, tu te dis, ouais, mais mince, en fait, finalement, l'espèce humaine, vraiment, dégénère, quoi. C'est ça. Parce qu'en fait, effectivement, après ça, j'ai mis ça dans ma petite conclusion et tout, j'avais écrit un petit truc, mais c'est exactement ça, en fait. C'est, là, en fait, avec le contexte et tout qui arrive, en fait, j'ai l'impression effectivement qu'on a un peu cherché cette pandémie, ça nous tombait, tu vois. Et après, j'ai envie de te dire aussi, en fait, ce qui se passe, c'est que
aujourd'hui, on est tous concernés, on est tous en mode, ah, la pandémie, Covid-19, parce que ça ne peut nous atteindre, en fait. Ça peut atteindre tout le monde, ça peut nous atteindre nous. Les gens C'est ça. qui n'ont Et c'est jamais pour ça que, eu et c'est pour ça que tu paniques. exactement ça qu'on panique. Alors qu'en fait, j'ai vu un graphique qui montrait, par exemple, le nombre de morts depuis, par exemple, janvier 2020 à maintenant. T'as plus de personnes qui meurent de cancer, qui meurent de malnutrition, qui meurent je sais pas, d'accidents de la route et tout ça, que des gens qui sont Ouais, morts du Covid. Tu vois? c'est ça, ouais. C'est ça le truc. Et en fait, sauf que comme là, maintenant, c'est un truc qui peut atteindre tout le monde et qui, en gros, bah, même nous, même les gens qui n'ont en général rien, tu vois, et C'est ben, ça. peuvent atteindre ça. Donc, on a tous peur. Voilà. Donc, maintenant, c'est là que maintenant, on hiérarchise, tu vois, les grands mots Ouais. du monde, tu vois. Oui, Et non, mais voilà. absolument, absolument. Donc, voilà. Et ce que je veux dire aussi, ah oui, je voulais parler donc, des manifestations qui se passent, ça. Ah oui, moi, par contre, un problème, et ça, j'ai envie de le dire quand même, c'est que, ok, les manifestations, c'est ce qu'il faut. Par contre, le pillage, et là, j'ai Ah envie oui. d'appeler aux gens qui, si jamais il y a des gens Ouais, qui non, mais, écoutent et qui non, font mais ça. ça, surtout, faites pas ça, parce qu'en fait, ça nuit, en fait, à la cause. Effectivement, on est en Oui. colère et tout, on a envie de tout casser et tout ça, d'être contre le système et tout, sauf que, avec ce qui se passe en plus, il y a des gens, ils ont créé tout un business, tout ça, ils ont leur magasin et tout, déjà qu'ils ont plus de rentrée d'argent depuis je sais pas combien de mois, et que là, ils vont rentrer dans une récession, on va rentrer dans une récession, là, en plus de piller leur stock et tout, en gros, vous les tuez, ces gens, tu vois. Et ils tuent leur business, tu vois. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, eh ben, qu'est-ce que tous les gens qui sont racistes, qu'est-ce qu'ils se disent? Ouais, les noirs sont comme Ouais. ça, ils sont des voleurs ou je sais pas quoi, ils sont agressifs, ça. Et ben, en faisant ça, et même si c'est conclusion active, et même si vous êtes même pas, en plus, le pire, c'est que c'est même pas forcément les noirs qui vont faire ça, tu vois. C'est des gens qui sont en mode n'importe qui vont se dire non, on est contre tout ça. Sauf qu'en faisant ça, et ben, ça met encore plus la faute sur les noirs et ça justifie, entre guillemets, le racisme des gens, tu vois. Alors qu'en gros, il faut être intelligent. Il faut être en mode, ok, rester dans un mouvement pacifique et montrer vraiment qui on est, vraiment montrer, voilà, que les noirs, c'est autre chose, que leur couleur de peau, tu vois. C'est vraiment des personnes qui, voilà, qui réussissent, tout ça. Il y a autre chose, tu vois. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'il faut montrer. Et pas que montrer, genre, un ou deux mecs qui foutent la merde et généraliser tout. Ouais. Et c'est ça le problème qui Bah, se passe. Avec le pillage et après, compagnie. non, non, mais là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, il y a deux choses aussi qu'il faut préciser. C'est que, premièrement, dans la globalité des faits, les manifestations sont plutôt passées assez calmement. Mhm. Deuxièmement, après, je sais pas si tu as remarqué aussi, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est que le côté fraternité dans lequel on parlait tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes noires, entre guillemets, dans les manifs, mais il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui, justement, qui militent et qui luttent par rapport à ça. Tu vois. Et ça aussi, ça me fait plaisir. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la prise de conscience, elle n'est pas seulement des Noirs pour les Noirs, mais de tout le monde envers les personnes noires. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, je pense que c'est un point qu'il est important aussi de souligner. Maintenant, là où je suis complètement d'accord avec toi, c'est que la violence, dans n'importe quel état, à n'importe quel moment, c'est pas le bon procédé, il faut l'éradiquer. Pourquoi? Parce que tout simplement, la haine entraîne la haine. Et la violence entraîne la violence. C'est aussi bête que ça. Bien sûr que tu as envie de te venger, d'aller, pourquoi pas aller tabasser du flic parce que le truc, il a interpellé ton petit frère. Mais est-ce que c'est réellement la bonne formule? Est-ce que c'est réellement la bonne chose à faire? Je ne crois pas, parce que c'est un cercle vicieux, on n'en sort jamais. C'est ça, c'est un cercle vicieux. C'est ça, il faut presque être plus intelligent que ça, comme tu le disais si bien, et savoir raisonner paisiblement, calmement, et vraiment faire les manifs dans le calme. En fait, je pense que ce combat-là, on va le gagner en étant intelligent et pas en étant dans l'agressivité. C'est un peu la philosophie un peu de Gandhi, j'ai envie de te dire. Non, mais c'est vrai. En fait, c'est un combat qui peut n'être gagné que par l'intelligence et par par le fait de montrer les réussites, tout ça. Là, par exemple, là, dernièrement, ce qui se passe, c'est que ce mouvement-là aussi, il a été ramené en France aussi, avec Adama Traoré, donc une affaire qui date de 4 ans maintenant. Et donc, c'était quasiment dans les mêmes circonstances, donc un policier qui a voilà, durant l'intervention, je crois, a étouffé, en tout cas, il a pas réussi à respirer, Adama Traoré, durant l'intervention, et il en est mort. Et donc là, il y a des manifestations qui ont été faites et tout, et pareil, il y a effectivement ce grand rassemblement qui a eu lieu, je crois qu'il y a la semaine dernière. Et donc, c'est pour montrer juste qu'en fait, que ce genre de choses ont lieu un peu partout dans le monde maintenant. C'est plus qu'en Amérique. Et c'est vraiment le monde entier qui se rallie à cette cause. Et c'est plus une histoire de noir contre blanc. C'est une histoire de personnes contre le racisme. Et moi, je pense que ce qui est hyper important dans cette histoire-là, c'est, en fait, l'erreur qu'on avait avant, c'est de se dire, bon, quelqu'un qui est blanc, on va dire. Quelqu'un qui est pas de couleur. Même pas ça. Quelqu'un qui veut se dire, je suis pas raciste. Ça, c'est une erreur. De se dire, je suis pas raciste. Il suffit pas de dire que je suis pas raciste. Il faut être anti-raciste. C'est là la différence qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il se fait. Avant, quand on disait, je suis pas raciste, ok, tu faisais rien de raciste, c'est bien.
Sauf qu'en fait, tu restais en mode passif. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a compris qu'en fait, ça sert à rien de se dire qu'on est juste pas raciste. Il faut être anti-raciste. C'est-à-dire qu'il faut être en mode actif. Il faut être réactif. C'est-à-dire que dès que tu vois des choses qui sont pas bien et qui sont pas correctes, il faut être réactif. Il faut se dire, voilà, stop, que ce soit dans ton lieu de travail, que ce soit dans ta vie de famille, que ce soit, tu vois, dehors ou peu importe. Quand tu vois quelque chose qui est injuste, c'est à toi, en tant qu'être humain, de réagir, tu vois. Et là, c'est vraiment être anti-raciste, tu vois. Donc, moi, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer à la phase 3 de ce podcast, Bar Talk. C'est qu'on va essayer de réfléchir par rapport aux solutions. Qui pourraient découler, en fait. Comment faire pour que, demain, plus personne n'ait à mourir, simplement à cause de leur origine, tu vois. Donc, tu avais parlé tout à l'heure de l'éducation. Pour moi, c'est peut-être le pilier principal. L'éducation. Parce que, il faut savoir que, par exemple, dans le livre d'histoire, c'est bien connu, hein. L'histoire est racontée par qui? Par les vainqueurs. Et quand tu vois un livre d'histoire, les seuls moments, en fait, où on parle des Noirs, c'est par exemple durant la colonisation. Ouais, bien sûr. Tu vois, on montre jamais les bonnes choses, qu'on fait les cultures noires et tout ça. Parce que, simplement, l'histoire est racontée par les vainqueurs. Et aujourd'hui, je pense que si demain, voilà, on changeait les livres d'histoire en montrant aux enfants, voilà, toutes les réussites qui a lieu, et pas forcément que aux Noirs, hein, mais tout le monde, même l'histoire, par exemple, des Indiens, des Chinois, tout ça, et pas, en fait, si on veut se fixer que sur les trucs négatifs qu'il y a eu dans ce monde-là, et pas assez sur les trucs positifs, les enfants vont toujours avoir ce mindset-là qu'ils ont toujours eu, tu vois. Alors que si on fixait sur les réussites, je pense on sème des bonnes graines, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de l'éducation? Écoute, je vais te poser une question rhétorique. Quand tu repenses à ton passé, c'est quoi probablement la chose qui te manque le plus à l'école? À l'école? Ouais. Alors, attends. C'est plutôt facile comme question. C'est d'apprendre, oui. Non, moi perso c'est la cour de récré. Ouais. Je sais pas pour toi. Bon, les deux. J'avoue que j'étais un rat de laboratoire. C'était plutôt facile, tu vois. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que quand on était môme, en fait, tout simplement, et qu'on était à la cour de récré, t'en avais rien à foutre de la couleur de peau, de l'âge, de tout, de ce que tu veux, fille, garçon, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Et d'un côté, c'est presque cette, comment dire, cette notion, tu sais, qu'ont les enfants d'être vraiment insouciants et de pas se prendre la tête avec les choses qu'on veut leur imposer, parce que dans un cadre de vie, dans un cadre de société, qu'on t'impose à un moment ou à un autre, tu vois ce que je veux dire? Et justement de retourner un peu dans cette insouciance et tout de cours de récré où tout le monde est mon pote et je m'en fiche un peu de tes origines et de ce que tu veux, et tu vois ce que je veux dire? Clairement, c'est ça qui manque. Et notamment par l'éducation, là où je suis d'accord, c'est qu'en fait, il faut que les parents apprennent tout simplement la tolérance aux enfants, tout bêtement. C'est un mot qui est très important, je pense. Et la tolérance et la fraternité, parce que, comme tu disais, on ne n'est pas raciste, on le devient, mais de par beaucoup de choses. Et je pense aussi que, notamment l'éducation, à la fois à l'école, et tu as raison de le souligner, mais moi aussi, je veux revenir aussi à l'éducation à la maison. Parce que tes parents te donnent des cadres de vie, notamment pour ton avenir, etc. Et je sais qu'il y a encore beaucoup de personnes aujourd'hui, et ça, il faut le dire, hein, ça existe encore, les mariages arrangés. Ça existe. Toi, je pense que en Inde... Oui, non, mais c'est vrai, mais ça existe vraiment. Non, mais, bon, ça va, heureusement, je vais échapper à ça. Non, mais sérieusement, c'est un vrai sujet. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, on te retire en fait ta liberté de réfléchir, de te faire ta propre opinion, parce que en fait, tes parents en fait te donnent un cadre de vie à respecter. C'est la culture. Tu traînes. En fait, exactement. Tu traînes pas. Mais je vais même encore aller plus loin, Sylvain. En fait, ça montre comme je te disais tout à l'heure, ça montre la lâcheté de l'être humain. Pourquoi on est lâche? Parce qu'en fait, on choisit la facilité. La facilité, c'est quoi? C'est moi, par exemple, j'aurais pu être avec une copine blanche. J'aurais été la facilité avec tout le monde, avec ma famille, avec moi-même. Pourquoi? Parce que j'aurais les mêmes cultures, j'aurais les mêmes origines. Tu vois ce que je veux dire? Toi, par exemple, si tu te mets avec une indienne, ce sera plus facile parce que tu auras la langue, parce que tu auras la culture, vous aurez des similitudes. Tu vois? Mais quand tu vas chercher plus loin que ça, quand tu réfléchis pas par une couleur de peau, par autre chose, quand tu vas avec une personne, tu lui parles parce qu'elle te plaît ou parce que tu aimes sa façon de penser, peu importe la couleur. Tu vois, quand tu fais vraiment ça, quand tu deviens plus lâche, tu deviens courageux de t'intéresser aux autres personnes et non pas de t'arrêter par rapport à leur couleur de peau, leur style vestimentaire ou ce que tu veux. Quand tu fais cet effort-là, et ça, il faut que ça vienne aussi par les parents, parce que, comme je te disais, la tolérance est très important, je pense. Et forcément, ça aide. Et ça te permet aussi, toi, de faire des choix que peut-être tu ne serais pas cru possible ou tu ne serais pas permis de faire. Et nous, tu faisais bien aussi de le rappeler tout à l'heure, à la fac, quand tu regardais les élèves dans la classe,
excuse-moi, mais il y avait de tout. C'est vrai. Il y avait de tout, il y avait tout le monde, et ça montre aussi que, voilà, je veux dire, un homme noir n'est pas plus bête qu'un homme blanc. Il faut aussi arrêter avec ces stigmatisations-là et ces préjugés. On est tous égaux, et je pense que, voilà, et la tolérance, il faut vraiment qu'elle soit acquise dès la naissance. Ne pas grandir avec des préjugés. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le Parce qu'en problème. fait, là, et c'est vraiment, enfin, c'est très bien ce que tu dis, parce que, effectivement, la culture, tu vois. En fait, les gens, ils pensent que la culture, c'est quelque chose qui existe. Tu le prends, tu le donnes à ton gosse, et son gosse, il doit reprendre la même chose et le donner. Non. La culture, c'est Voilà, quelque chose exactement. qui est en mouvement. Elle est palpable, elle change. C'est toi qui crée la culture, c'est toi qui es la culture. Si Ça. toi, ta culture te disait, voilà, marie-toi que avec les gens de ta couleur ou de ton origine, Oui, et que absolument, toi, c'est t'es ça. contre ça, et ben, en changeant ça, tu changes ta culture. Tu l'évolues, C'est ça. ta culture. Mais il faut avoir le courage de le faire. Tu Il vois, faut avoir le courage de le faire. Il faut qu'on soit courageux, qu'on fasse, voilà, les choses qui nous tiennent à cœur, tu vois. Donc, la culture, l'éducation, la culture, premier pilier, moi, je dirais. Donc, le deuxième pilier que moi, je donnerais, ce serait de mettre en avant les réussites. Donc, les réussites, pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, et par exemple, même pour moi, tu vois, même pour un Indien ou ouais. pour un Noir et ça, on n'est pas assez représenté. Tu regardes une série, tu regardes une émission, tu vois un black ou deux, ou tu vois, oh, les Indiens, carrément, on est même plus, nous, on n'existait pas. On est putain, on est 1 milliard quand même. Si, il y a le présentateur là, sur France 2, là, il ressemble à un Indien. Là, Il est même pas indien, c'est pas sa faute là. Je crois qu'il est guyanais ou je sais pas quoi, malgache, j'en sais rien, mais il est même pas indien. Tu vois, c'est pour dire qu'en fait, nous, on n'est même pas représentés. C'est comme si on est 1 milliard sur cette planète, on n'existe même pas dans le paysage audiovisuel. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et- Non, mais ça, c'est un vrai débat, ça, par contre. Mais tu vois, c'est ça en fait. vrai. Et en gros, et c'est pas qu'il y en a pas, tu vois, il y a pas, c'est comme s'il y avait pas de personne qui va être à la télé. Non, il y en a. C'est juste qu'en fait, on ne donne pas la chance, on veut pas avoir ce genre de personne dans la télé, tu vois. Et en fait, Ouais. moi, je pense que il faut montrer les modèles de réussite à tout le monde. Aux enfants, il faut leur apprendre. Voilà, pour les noirs, par exemple, j'ai quelques exemples. J'ai pris une liste d'exemples, mais juste voilà, c'est important de donner ce genre de nom aux gens et que les gens retiennent et qu'ils apprennent à se dire, ah, ce gars-là, je connais de ça. Par exemple, bon, Michael Jackson, tout le monde connaît. Oui. Peut-être la plus grande star, je pense, de la planète. Bon, lui, il était blanc et noir, donc lui, c'est l'être humain parfait, tu vois, il est dans les deux, donc lui, On va dire qu'il est gris. il est gris. Voilà, par exemple, Toni Morrison, prix Nobel de la littérature. Nelson Mandela, Kofi Annan, Barack Obama, prix Nobel de la paix. John H. Johnson, c'est un homme d'affaires. Tu vois, quand on pense aux hommes d'affaires, tu penses à Bill Gates, ça, mais par exemple, ce genre de gars, Oui, c'est non, mais bien sûr, bien sûr. c'est des énormes hommes d'affaires, sauf que on n'en parle pas. Alors que, bon, Bon, parce que le mec, après, j'ai pas entendu Michael Jordan encore. Mais bon, ah, attends, j'arrive, parce que c'est le dernier truc en plus. Patricia Bath, scientifique. C'est elle apparemment qui a trouvé par rapport à la cataracte comment soigner tout ça. Ouais. Ouais, d'accord. Michael Jordan, le plus grand sportif du monde. De tous les temps, tu peux De le tous les dire. temps. Tu valides? Tu valides? Ok, parfait. Ouais. Et voilà. Et après c'est une liste vraiment. Là, je donnais quelques exemples, hein, mais elle est Non, infinie, cette liste. Mais c'est important. C'est important de donner les noms, de montrer les réussites qu'il y a. Et vraiment, en fait, j'ai envie d'encourager en tout cas les personnes de couleur. Et là, je dis couleur, hein, pas black ou tout ça, mais vraiment les gens de couleur et même tout le monde. Non, mais tout le monde, faut mettre tout Ouais, faut mettre il tout le faut monde. concerner tout le monde, il faut que tout le monde soit concerné. Il faut mettre tout le monde. Inspirez-vous des modèles qu'il y a aujourd'hui. Des gens qui existent, donc qui sont comme vous et qui ont réussi à faire quelque chose, tu vois. Inspirez-vous d'eux, mais devenez vous aussi des modèles. N'attendez pas en fait que les choses se passent. N'attendez pas que par exemple là je disais on n'est pas représenté, je sais pas quoi. Bah si je veux être représenté, j'ai qu'à être le mec, tu vois, qui fait un bartok et qui veut, tu vois, j'ai envie de te dire. Hein, tu vois, c'est soyez en fait le modèle en fait pour les autres. N'attendez pas de toujours avoir quelqu'un qui vous lead. Soyez vous-même le leader, tu vois. Mais voilà, c'était cette petite phrase très jolie. C'est bon. Je l'ai écrite. Mais voilà. Oui. Regarde, je verse ma larme. Regarde. Au revoir. Ah, merci. Ah, vas-y. Donc, troisième pilier. Toi, tu vas un deuxième pilier ou pas? Alors oui, alors moi j'irais même un peu plus loin, c'est-à-dire que effectivement il faut à la fois effectivement que les gens entre guillemets prennent pour modèle des gens qui ont réussi, mais c'est aussi important que les gens qui ont réussi n'oublient pas pour autant entre guillemets leur passé et vraiment favorisent aussi à ça. Et c'est très important. Et là je vais encore faire le parallèle avec un joueur de NBA qui est très connu. Je pense que tu connais LeBron James. Ah, ouais.
Voilà, qui est un des joueurs les plus suivis sur les réseaux sociaux, parce que en fait aujourd'hui aussi les réseaux sociaux ont leur importance à jouer, et je pense que surtout si tu veux toucher la nouvelle génération, notamment l'éducation avec les enfants, etc. Il faut passer par le digital, et je pense que le fait qu'un grand nombre d'athlètes très réputés et très connus dans le monde, ou même des célébrités plus globalement, vraiment prennent part à ce mouvement-là, entre guillemets, c'est aussi très bien de le préciser, entre guillemets, puisque c'est eux qui vont aussi peut-être pousser certaines personnes qui n'oseraient pas ou qui ne se sentiraient pas la volonté de le faire, à le faire, tu vois. Et je sais pas si tu as entendu parler de l'affaire Kaepernick, c'est le joueur de football américain, c'est celui qui avait posé le genou là. Oui, effectivement, oui. Tu vois, voilà, en fait, ça a commencé avec lui parce que c'était en 2016, il y avait eu un meurtre, je sais, alors j'ai plus le nom de la personne, mais pareil, un noir qui avait été assassiné lâchement par un policier. Et lui, en fait, justement, pour montrer en fait son dégoût et tout par rapport à la société actuelle, il avait mis le genou à terre, et ça a commencé comme ça. Et lui, en plus, c'est marrant parce que sa mère est blanche, son père est noir, et il a été élevé par des familles d'adoption, donc une famille blanche, tu vois. Donc le mec, en fait, il a rien à voir à tout ce que je veux dire. Mais lui, en fait, justement, il s'est senti comme il se sent des deux, donc à la fois blanc et noir. Il a dit, je ne veux pas vivre pour une société en fait qui maltraite, qui dénigre ouvertement les personnes afro-américaines, tu vois. Donc voilà, le mouvement, il a commencé comme ça aussi avec lui, le genou à terre. Et pour te dire, en fait, c'est à l'époque où Donald Trump il est arrivé, et il a clairement tweeté en fait en disant c'est qu'un fils de pute, il a clairement la chose. Et il a tweeté ça. Non mais pourquoi aussi? Parce que voilà, quand on disait les personnes importantes, moi je pense aussi que Donald Trump, on n'en parle pas assez. Mais ce mec-là, en fait, il fout le feu encore plus là où il devrait pas. Tu vois ce que je veux dire? Et le fait aussi que lui il soit président d'une des plus grandes puissances du monde, si ce n'est la plus grande puissance du monde, ça pose aussi un problème, je pense. Qu'il intervienne ou qu'il n'intervienne pas, forcément il rajoute du feu avec ses tweets. C'est vrai. En fait, le problème qu'on a en ce moment, surtout en fait aux États-Unis, tu vois, c'est qu'en fait il y a ce qui se passe avec les policiers qui, enfin j'ai vu des vidéos, c'est juste incroyable. Il y a des policiers, ils poussent même des vieux, tu vois, t'as même pas besoin d'être noir, tu vois. J'ai vu un mec qui pousse un vieux qui a genre 70 ans, tu vois, il tombe, il saigne, et les mecs ils avancent, tu vois. C'est normal, tu vois. Et en fait le problème en fait aujourd'hui, c'est que t'as tellement de violence policière. Et pourquoi les policiers ils sont comme ça? Pas parce qu'ils sont au-dessus d'eux, il y a un mec encore plus con, tu vois. Non mais c'est vrai. C'est malheureux à dire, mais c'est vrai. Si le président lui-même, à chaque fois en ce moment il met des tweets law and order, genre la loi et l'ordre. Genre comme si ils ont été en état de répression, tu vois, en mode dictature. Sylvain, on parle quand même d'un mec qui a été élu en mettant Make America White Again. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais tu vois, genre au bout d'un moment, faut dire aussi les choses comme elles sont. Voilà, quand ce mec-là dirige le pays, qu'est-ce que tu veux attendre aussi tu sais, c'est hiérarchique, hein. Si en haut de la pyramide t'as un guignol, tout en bas, faut pas s'attendre à avoir non plus. Exactement. Et tout ça, je pense, pour changer en tout cas les mouvements, il faut après, bon là on n'est pas en Amérique, mais il faut aller voter. Même ça peut se présenter aussi en France, en fait. C'est un cas qui peut se présenter en France. On est à l'abri de rien. C'est important de le rappeler. C'est important de le rappeler aussi. Le plus grand pouvoir que nous on a, c'est de pouvoir voter, parce qu'on est dans une démocratie, mine de rien. Et il faut aller voter, en fait. Et je pense aussi, et ça c'est peut-être une erreur que j'ai faite moi aussi, c'est d'aller voter que par exemple aux élections, par exemple présidentielles, comme ça. Je suis d'accord. C'est vrai, hein. Je suis d'accord. Mais en fait, le plus important en vrai, c'est pas forcément que l'élection présidentielle, c'est l'élection locale en fait, parce que c'est là en fait que tout se passe en fait. Si ta ville elle est pas bien, tout ça, et ben la faute c'est pas la faute du président directement, enfin quelque part, tu vois. Mais c'est surtout la faute des représentants qui sont en mode local, tu vois. Donc les municipales, tout ça, il faut y aller, et il faut surtout se renseigner. Le problème c'est que je trouve qu'aujourd'hui, on est mal renseigné. On est mal renseigné sur qui voter. Alors, moi, je pense aussi qu'il y a un autre truc qui rentre en ligne de compte, et tu me diras ce que tu en penses après par la suite, mais notre génération à nous, on a été habitué à tout avoir dans les mains, entre guillemets. On n'a pas connu la précarité, on n'a pas connu, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, en tout cas, c'est la sensation que j'ai. Alors, je sais pas pour toi ton ressenti, mais j'ai l'impression qu'on n'a plus trop cette notion et cette volonté de se battre et tu vois, d'aller manifester, d'aller parce qu'en fait, on a déjà tout, nous, comme acquis. Eux, ils ont dû se battre pour les 35 heures, ils ont dû se battre, pour un panel de choses. Par exemple, le dernier truc qui a rassemblé tout le monde, c'était les Gilets jaunes, mais avant ça, très honnêtement, tu vois, nada, quoi. Donc,
tu vois, nous les jeunes entre guillemets, on se laisse un peu aller parce qu'on a été habitués à avoir tout pour acquis, etc., etc. Donc on n'est pas dans cette démarche là de s'instruire et de regarder au niveau des enfin pour aller voter, etc. Donc peut-être que ça joue effectivement par rapport à ce que tu disais de prendre le temps d'aller regarder qu'est-ce qu'il va faire mon maire, etc., etc. C'est quelque chose qu'on n'a pas trop, et pourtant on pourrait, parce qu'aujourd'hui avec l'heure du digital, ça prend 2 secondes d'aller taper le nom de ton du maire ou du candidat, voilà. Ou du maire, et voilà, tu vois, mais même ça, par facilité, on le fait. En fait, après moi, le problème en fait en France, c'est que j'ai l'impression que pour tout maintenant on fait des manifestations. Pour moi, une manifestation c'est important, mais il y a pas que ça. C'est pas ça qui va vraiment forcément tout changer, tu vois. Ce qui est important en fait, il faut aller vraiment profondément sur comment agir concrètement. Quand tu fais une manifestation, effectivement, tu fais du bruit, tout ça. Après, effectivement, on en parle à la télé pendant, on va dire, 1 ou 2 semaines. Puis après, il y aura peut-être une loi, mais voilà, tu vois, c'est pas ça qui va changer. En revanche, où tu peux vraiment agir, c'est toi-même, tu vois. Toi-même, tu essaies de faire des actions au quotidien. Toi-même, tu te présentes. Si par exemple, tu te sens capable, bah, tu te présentes dans les élections, je sais pas quoi. Tu t'instruis. Voilà, c'est vraiment des actions localisées, tu vois. Plus c'est proche, plus tu fais des actions proches de chez toi, proches de toi en tout cas, plus il y aura du changement. Tu t'attends pas à faire des trucs énormes en pensant, voilà, une manifestation, tout va changer, tu vois. Il faut être vraiment dans les actions chirurgicaux, tu vois. Chirurgicales. Ouais, j'ai pas été bon en français. Donc voilà. Ah oui, une autre solution qu'il y avait, c'était le démantèlement de la police. Bon, là, je parle de Minnesota, au Minnesota, tu vois. C'est vraiment ce qui s'est passé dernièrement là, c'est qu'il y a eu le démantèlement de la police de Minnesota, de Minneapolis, pardon. Donc qui va disparaître dans la forme actuelle. Donc ils vont remanier, tu vois, en fait, les gens qui sont dedans. Ce qui est pour moi une bonne chose parce que vu la police qu'il y a actuellement, c'est ce qu'il faut faire maintenant. Et c'est très important. Il faut pas mettre la faute qu'aux policiers. Et ça c'est important parce que tous les policiers sont pas comme ça. Il faut bien comprendre que c'est tous des hommes et des femmes qui font leur boulot, qui vont au travail, qui ont une famille, qui ont des opinions comme tout le monde. Et là-dedans, t'as quelques dissidents. Et comme je disais tout à l'heure, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est ensuite maintenant à chacun de surveiller, tu vois. En fait, à ton échelle, à ton niveau, il faut que tu puisses intervenir quotidiennement et comme tu disais, il faut empêcher la propagation. En fait, c'est une gangrène, le racisme. C'est ni plus ni moins qu'une gangrène. Donc en fait, si forcément même en ne faisant rien, en étant inactif, effectivement, tu favorises en fait cette propagation. Donc il faut qu'effectivement à ton niveau, dès lors que tu vois quelque chose qui ne te plaît pas, faut pas avoir peur. En fait, c'est ça aussi. Il faut pas avoir peur d'intervenir. Il y a beaucoup de gens, je pense aussi, qui en fait se mettent des balles et disent je laisse passer, je préfère ne pas m'embrouiller, ou tu vois, ils veulent pas se prendre la tête, les gens. Ils laissent couler un vol à l'arraché dans le RER, un truc, tu vois, du racisme. J'en ai vu plein qui laissent pas s'asseoir les personnes âgées. Les gens, ils osent plus intervenir. Il faut pas, tu vois, il faut arrêter cette lâcheté. Il faut vraiment être courageux et faire vraiment ce combat-là au quotidien. Dès que tu vois quelque chose, une incivilité plus globalement, mais surtout de la discrimination et du racisme, il faut aussi savoir, toi, en tant qu'être humain, prendre tes responsabilités et agir au quotidien. C'est vrai, parce qu'en fait, aujourd'hui, et ça se voit même dans le métro, je sais pas quoi, il suffit qu'un truc qui se passe, il suffit qu'un mec fout la merde. Qu'est-ce que les gens ils font? Ils sont là sur leur portable, comme si qu'il rien se passait. Ouais, ils baissent la tête. Ils baissent la tête, c'est pas mon problème, j'ai déjà les trucs de ma vie, je vais pas faire ça, tu vois. Et en fait, il faut réussir à sortir de cet état-là. Dès qu'on voit un problème, en fait, les gens, ils ont peur parce qu'ils se disent, si je me lève je sais pas, il y a un mec dans le métro qui fait chier, tu vois, il est là en train de dire des insultes ou il est en train d'agresser une meuf. Les gens, ils sont comme ça sur leur téléphone en disant, si moi je m'implique, après il va venir m'attaquer moi. Mais le problème, c'est que, en pensant comme ça, on fait rien. Si tout le monde s'impliquait, en fait, si tout le monde voyait ça et que se disait, ok, tout le monde dans la rame de métro se dit, wow, c'est pas bon. Et ben, il y a une force collective qui se met en place. Et à ce moment, t'es plus tout seul. T'as plus peur d'être, il va m'attaquer que moi. Tu vois, il y aura tout le monde. Et puis, au-delà même de ça, c'est-à-dire que toi, des fois, tu peux avoir honte d'intervenir parce que tu vas avoir peur que ce que les gens vont penser de toi. Tu vois. Mais si réellement tout le monde intervient autour de toi, ben, c'est le gars qui a fait la connerie qui va avoir honte parce qu'il va se sentir tout con. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Et là, on retourne la situation. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui est encore plus intéressant. Il faut être actif maintenant. C'est ça, en fait, le mot d'ordre. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est ça que j'avais vu en tout cas comme en tout cas solution, hein, donc l'éducation, la mise en avant de réussite, la responsabilisation des personnes, hein. J'allais dire des policiers, mais j'ai envie de dire de tout le monde. L'autoresponsabilisation, tu vois, voilà, c'est être là, être présent, en tout cas être actif. Et voilà. Est-ce que tu as d'autres solutions que toi tu vois?
Écoute, non, je pense qu'on a dit quand même globalement. Après, Ouais. je pense que si réellement tout ça c'est respecté, t'inquiète pas que ça va, ça, les choses vont changer très rapidement. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il faudrait pas effectivement que ce soit un peu une petite fumée comme ça, tu vois, un coup dans le vent entre guillemets avec juste des grosses manifs et qu'après il se passe pas grand chose derrière. Moi, c'est vraiment ce qui me plaît, c'est qu'effectivement ça prend des proportions mondiales et ça c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que pour une fois, tu as vraiment cette impression-là qu'effectivement, on est un peu tous ensemble. Maintenant, effectivement, il faut aller plus loin et il faut savoir aussi agir à l'avenir et surtout, voilà, apprendre, je te disais, la tolérance et la fraternité. Je pense que c'est deux termes qui sont assez importants pour les générations à venir, quoi. Si tu as un mot de la fin, si dans le sens où toi, effectivement, pour revenir à fait t'acquitter donc et ta situation, toi qui es un homme, enfin j'aurais de dire ça, mais c'est chiant, mais ouais, bon, voilà, toi qui es un homme blanc, tu vois, avec une copine noire, quel monde tu voudrais laisser à tes enfants? Comment tu vois le futur? Écoute, moi de façon très concise, je vais être très honnête avec toi. Effectivement, donc peut-être qu'on n'en a pas beaucoup parlé précédemment, mais notamment quand on est parti en Espagne, donc avec ma copine, on a senti notamment les gros préjugés là-bas, parce que comme je te le disais, dans des pays où on n'a pas forcément l'habitude de voir des personnes noires, les gens te regardent, ils sont intéressés, ils sont curieux, tout ça. Mais des fois, c'est de la curiosité aussi qui est malsaine. Et effectivement, tu sens au travers du regard des gens, quand ils te regardent, quand tu donnes la main à ta copine qui est effectivement de couleur, tu sens qu'il y a une espèce de gêne. Okay, moi, je te dis très honnêtement, je me suis jamais trop soucié de ce que les gens pensaient de moi. Je me suis jamais pris au sérieux, etc. Donc moi, ça a toujours glissé sur moi, tu vois. Mais je me suis aperçu qu'effectivement, il se passait quelque chose. Et du coup, j'ai voulu aller plus loin dans cette réflexion-là et je lui ai tout simplement parlé, comme en fait, tu sais, ma copine, c'est ma meilleure amie, c'est ma femme. Donc voilà, c'est vraiment tout ça. Et donc après, forcément, tu t'intéresses. Et donc, je lui ai posé des questions, etc., sur son passé et tout. Et puis il y a 2 ans, du coup, moi, je suis parti au Rwanda, je suis parti en Afrique et tout. Et là, je peux dire que ça m'a vraiment encore plus ouvert les yeux. Déjà qu'avant, j'étais quand même assez ouvert d'esprit, entre guillemets. Mais là, quand je suis allé là-bas, franchement, je peux dire que j'ai pris vraiment une claque. Et c'est là où je me suis vraiment aperçu. Parce qu'en fait, là-bas, c'était moi, le blanc. Ouais. C'était moi qui c'était toi l'homme de couleur. Parce qu'au final, le blanc, c'est une couleur, hein. Donc, voilà. Et là, je peux te dire que, alors, il y avait de tout. Il y avait des gens qui étaient de façon positive, curieuse, etc. Mais globalement, attention, hein, globalement, ça s'est super bien passé. J'ai eu aucun problème, mais vraiment aucun problème. J'irais même plus loin, tu sais, c'est un truc tout bête, mais peut-être aussi que c'est un mal de la société, c'est que là-bas, en fait, ils ont rien, donc ils te donnent tout, mais vraiment. Ouais, c'est toujours comme ça. Et voilà, non, mais ici aussi, quand tu disais tout à l'heure, on est sur nos téléphones et tout, imagine, on t'enlève toutes tes babioles, tous tes téléphones, forcément, tu vas être obligé d'intervenir, tu vas te sentir plus impliqué dans la société, puisque tu vas en fait revenir aux bases de l'être humain, qui est en fait d'être avec autrui, et cette fameuse fraternité, je te disais. Et nous, en fait, on s'est perdu aussi, je pense, dans beaucoup de choses, dans beaucoup de biens matériels qui servent pas à grand chose. Et en fait, là-bas, tu retrouves vraiment la nature de l'être humain, mais au sens propre du terme, quoi, tu vois. Et ça m'a vraiment fait du bien. Et pour en revenir du coup à cette expérience, elle, dans le passé, donc elle m'a fait part effectivement du racisme qu'elle a pu subir, etc. Et c'est là où je me suis dit, putain, merde, moi, entre guillemets, déjà, ça me fait chier, parce que quand elle souffre, moi, je souffre aussi, tu vois. Mais après, je me suis posé la question, et à l'avenir. Et c'est là où, effectivement, j'ai pensé à mes enfants, et j'aimerais, moi aussi, en tant que parent, leur instruire ma double culture à moi, franco-portugaise, entre guillemets, mais aussi la double culture aussi de Léna, de ma copine. Par rapport à ça, le fait aussi en fait, je veux pas qu'il soit métis. Je veux pas qu'il choisisse, tout bêtement. Je veux lui apporter, moi, les outils que j'ai eus dans ma jeunesse, mais je veux lui laisser le choix. Et en lui apprenant, en fait, que la tolérance autrui, en fait, c'est très important, tu vois. Il faut vraiment être fraternel par rapport à ça. Et je veux vraiment qu'il prenne, c'est ça, en fait. Je veux lui donner, moi, des bases, des ressources, des forces, mais je veux pas l'inciter à faire des choix. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que c'est comme ça, en fait, qu'à l'avenir, on s'en sortira, à mon avis. Et gros, franchement, t'aurais été là, je t'aurais fait un câlin. Non, mais honnêtement, ça fait tellement longtemps que je t'ai pas vu, Tony, et j'étais là, moi, quand ils se sont rencontrés, on était de la même classe, je crois. Ouais. Et ça fait tellement plaisir, t'es vraiment quelqu'un qui est adorable, qui est extra, même à l'époque, je le trouvais super, et franchement, ta façon de penser, tout ça, ça fait plaisir, en tout cas, d'avoir des gens comme ça, et merci. ça fait vraiment plaisir, et en tout cas, j'espère qu'on se reverra, en tout cas, en vrai, n'hésite pas, en tout cas, à revenir dans le Bar Talk,
en version live, physique, quand tu pourras, on parlera d'autres sujets. Pas de problème, je suis là, tu me donnes un sujet, et là, y a pas de souci. En tout cas, je pense que c'était un super podcast. Moi, si j'ai un mot de la fin à donner, c'est effectivement en 2020, c'est clair, hein, c'est l'année où vraiment on a l'impression que c'est de la merde et tout. On est tous en mode, c'est quoi, c'était une merde, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ça. Et en fait, je pense qu'il faut être il faut être optimiste. Il faut savoir que à chaque fois qu'il y a toujours des trucs dans ce monde-là, à chaque fois qu'il y a des guerres ou je sais pas quoi, et ben il a fallu un truc négatif, tu vois, pour qu'il y ait des choses positives qui se passent. C'est malheureux d'ailleurs, mais c'est vrai. Et là, l'année 2020, au lieu de penser que c'est une année vraiment, on va dire, annulée, cancel, comme je vois ça partout, c'est peut-être une année de renouveau, en fait. C'est peut-être l'année qu'on attendait, tu vois. C'est l'année qui est si inconfortable, si douloureuse, si effrayante, tu vois, qu'au final, ça nous force, en fait, à grandir. Et donc, à nous réveiller et à être plus en mode actif qu'en mode passif. Ouais. Et ça, dans plein de sujets, pas que par rapport au racisme ou je sais pas quoi, mais par rapport à tout globalement. Parce qu'il faut se dire... À s'améliorer en tant qu'être humain indirectement. Exactement. Quand tu penses, qu'est-ce qui s'est passé depuis on va compter décembre à peu près, il y a eu les grèves de transport. On a tous été bloqués par rapport au transport. Tu te rappelles de ça? Ouais. Il y a eu ça. Après, il y a eu les feux de forêt en Australie. Après, en Australie, en Amazonie aussi. En Amazonie, je crois. Après, il y a eu aussi une possible troisième guerre mondiale avec Donald Trump qui a attaqué, je sais plus qui là, en Iran ou je sais plus. Si, il avait fait une attaque missile carrément quoi. Là, on a le Covid-19 et là on se dit quand on dit que c'est le truc de ouf, tu vois, qu'il peut pas avoir plus dans cette année, t'as maintenant ce truc là qui se passe. Donc tout ça pour dire que en fait il y a tellement de combats en ce moment qui se passent et que c'est le moment d'être vraiment éveillé. C'est l'année, je pense, il faut voir les choses en mode positif et peut-être qu'on sortira beaucoup plus grandi et meilleur qu'on l'était. Il faut être meilleur. Faut essayer d'être meilleur, c'est tout. Si j'ai un mot à dire. C'est ça. Voilà, c'est sur ce qu'on va conclure ce Bar Talk with Simami Junior. Merci encore Tony d'avoir participé. C'était vraiment une conversation. Je pense que c'est peut-être le meilleur podcast que j'ai fait, le truc le plus intéressant. On a un échange et en même temps, je te connaissais, mais ce qui est drôle, c'est que je t'ai pas parlé depuis 4-5 ans. Et là, j'ai l'impression que c'est comme si c'était hier, quoi. Donc encore merci à toi. N'hésitez pas à retrouver le Bar Talk sur Spotify en version audio, en version vidéo sur YouTube. Vous avez donc l'hashtag hashtag Bar Talk SVJ pour Sylvain Valmy Junior. Si vous voulez mettre des commentaires ou rebondir sur Twitter, tout ça là-dessus, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour un autre sujet, en espérant avoir cette fois-ci un invité en physique, si le déconfinement, tout ça, avec le Covid pas. Mais voilà, encore merci à toi Tony, merci Barman JP pour être venu, parce que t'étais pas là depuis un bout de temps. Merci Barman, donc tu m'as pas beaucoup servi. il a essayé, mais il a des points magiques, mais ça va pas marcher aujourd'hui. Voilà, encore merci à vous et à très vite, à la prochaine. Salut les gens, salut. I have a dream. My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.